Mais oui, c'est le grand entretien et aujourd'hui avec Patrick Minot. Patrick Minot, bonjour. Bonjour Alain Grouillon. Voilà, vous avez eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Et la raison de cette invitation, c'est que vous êtes un spécialiste de la parole en public. Vous appelez ça l'art oratoire dans la bonne vieille tradition dont on va certainement reparler. Mais vous êtes aussi auteur, compositeur, interprète. On aura la chance de pouvoir écouter certaines de vos chansons. Et puis votre carrière a démarré, on va peut-être démarrer comme ça, parce que je crois que c'est l'historique, par l'activité de comédien. Oui, oui, l'activité de comédien, en fait, on va dire que c'est pas du tout professionnel au départ. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à monter sur des planches. C'était dans le cadre d'une école et je devais présenter un sujet autour d'un arbre. Donc j'ai peint avec mes bras l'arbre, j'étais un paysan et c'est comme ça qu'en fait on m'a dit ah bah ça serait super que tu fasses de la comédie parce que vraiment tu illustres bien avec ton corps, avec ta voix ce que disait ce paysan. Donc voilà, j'ai eu un peu un déclic qui s'est passé comme ça et en même temps je faisais de la musique. Ce corps, je le dis pour nos auditeurs qui ne nous voient pas, qui a eu du mal à s'inscrire à l'intérieur de cette deux chevaux dans laquelle nous sommes. Oh là 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 là, oui ça a été difficile effectivement. Ça a été Car difficile. il est grand, Ouais, il est ouais, fort, il est ouais, 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 puissant ouais. et il a une voix comme vous pouvez l'entendre. Oui, surtout que les sièges basculent, hein, d'avant en arrière, C'est dès que pas ça faux, freine. ça n'est pas Voilà, faux. c'est pas mal, c'est pas mal. Pour faire un interview comme ça, c'est sympa, là, de chevaux. Sympa. Voilà. Et alors, le comédien? Le comédien, comment il se trouve là maintenant? Non, la suite de Ah, l'histoire. la suite de l'histoire. Eh bien, j'ai continué en fait après mes études. En fait, j'ai passé comme beaucoup de gens le baccalauréat et puis après j'ai continué à faire du théâtre, de la musique, tout en étant inscrit en faculté à Nice. Et puis je suis monté à Paris. Et là, à Paris, eh bien, j'ai choisi une voie artistique, c'est-à-dire que j'ai fait des études de musicologie, de théâtre, de cinéma. Et puis, j'ai continué dans cette voie-là pendant un certain temps, en allant dans un conservatoire de musique contemporaine où j'étais en résidence pendant 2 ans pour travailler la voix parlée et la voix chantée. Donc, j'ai eu cette chance d'être avec des compositeurs contemporains assez connus qui m'ont aiguillé dans cette voie-là. C'était l'époque des Pierre Boulez, des grands compositeurs euh, de cette musique électronique qu'on appelait à l'époque la musique concrète, c'est bien ça? Alors, il y avait effectivement Pierre Schaeffer avec la musique concrète, et puis après, il y avait ce que vous faites en ce moment, c'est-à-dire il y avait Luc Ferrari, qui est un compositeur assez connu, qui utilisait la radio comme un élément artistique. Donc, j'ai travaillé avec ces gens-là. Effectivement, c'était quelque chose de vraiment super pour moi, dont Georges Apergis aussi, qui m'a laissé des traces assez importantes. Georges Apergis était le compositeur qui a vraiment écrit pour le théâtre musical contemporain, c'est-à-dire qu'il intégrait en fait le théâtre dans la musique et la musique dans le théâtre. Donc il essayait de faire quelque chose de commun entre ces deux approches. Voilà. Après, j'ai continué. Oui. J'ai fait un peu je dirais, j'ai créé des structures sonores avec des éléments de décharge publique. Mon spectacle s'appelait Décharge. Je jouais dans des places de village. J'ai joué aussi dans une basilique pendant une nuit. C'est-à-dire que vous avez été enregistré à Oui, cette époque absolument. dans les décharges publiques avec votre magnétophone? Non, là, c'était à la basilique Saint-Maximin. On a Oui, joué pendant une nuit et c'était pour France Culture. Donc, on avait d'accord. utilisé toute cette basilique pour faire des sons avec vraiment du tout et du n'importe quoi. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait quand même une architecture qui était là, qui était présente, comme en fait une maison, avec des piliers, avec des cordes à piano sur lesquelles on tapait, etc. Donc, c'était très expérimental à l'époque. Ça ressemblait à ce que faisait Kagel, qui était un des premiers musiciens à faire des machines sonores. Voilà, et puis après, ben, j'ai joué dans différents groupes aussi, comme Urban Sax, qui était un groupe assez connu à l'époque. Donc j'ai eu l'occasion de venir jouer d'ailleurs à Villeurbanne, au TNP. On a joué en descendant avec des fils comme ça sur la scène, c'était assez sympa. Et puis après, ben, j'ai aussi fait d'autres spectacles avec, ben, là, pour quelque chose de plus classique, donc avec des musiques, avec des chansons, avec des textes.
dont un spectacle que je présente en ce moment, que j'ai joué pas mal, qui s'appelle Bruit d'écume, donc un spectacle sur le thème de la mer, MER. La mer comme élément naturel, l'eau, mais aussi comme élément symbolique qui rappelle la petite enfance, la sensualité, qui rappelle bien sûr les fonds sous-marins, c'est-à-dire les rêves, etc., etc. Voilà, et là, je suis en train de préparer un deuxième spectacle dans la continuité de celui-là. Et donc l'idée de ces spectacles, c'est qu'ils sont à la fois sonores et visuels. C'est-à-dire il y a vous êtes auteur-compositeur, je crois que je l'ai dit, et interprète. Vous jouez, vous vous accompagnez vous-même à la guitare, mais vous travaillez aussi avec des musiciens et vous projetez également des images. Oui, alors je travaille avec des musiciens et des comédiens, puisque là c'est vraiment du théâtre musical et il y a aussi de la danse. Oui. Donc oui, il y a des projections d'images de mer qui sont vraiment superbes. Et puis il y a aussi un film qui montre la mer en tempête avec un bateau qui est complètement, qui se balance complètement sur, sur les vagues, on dirait qu'il va tomber. Voilà, j'essaie d'allier à la fois effectivement le son, l'image et puis la poésie qui pour moi est très importante. Ce qui est terrible, vous voyez, quand vous me parlez de la mer, c'est que bien sûr, on a tous à l'esprit des images poétiques, mais malheureusement, on a maintenant avec la mer, et je ne parle pas que de la Méditerranée, y compris la mer au pôle Nord, des images de pollution, Oui, des images de bouts de plastique. tout à fait. J'ai écrit une chanson là-dessus, sur ce thème-là, oui. Comment elle s'appelle cette chanson? Alors, la chanson, comment elle s'appelle? Il Oui, y a cette Norway chanson-là. Blues, et puis il y a une autre chanson, je ne me rappelle plus exactement du titre, mais elle parle de ça. Norway Blues, Ouais. c'est sur ce thème de la pollution C'est de pas, la c'est mer. pas, c'est pas Norway Blues qui est central par rapport à ce thème. Il faudrait Ouais. que je me rappelle exactement du titre de la chanson. Là, vous me D'accord, prenez un peu d'accord, à d'accord, froid. d'accord. Mais je parle un petit peu de ça. Je D'accord, crois qu'elle s'appelle l'île aux 100 000 chiens, c'est-à-dire l'île aux 100 000 chiens, c'est la Réunion. d'accord, Voilà. d'accord. Mais mes textes sont très très proches aussi de cet univers, à la fois qui est un univers magnifique, très beau, puis à la fois il y a derrière aussi ce dont vous parlez, la pollution, La pollution quelque chose, industrielle. la pollution industrielle. Voilà, donc votre itinéraire commence par une activité donc à la fois sonore et une activité d'interprète, de comédien. Et puis elle va évoluer et se transformer pour devenir, et ça va être l'essentiel de notre propos aujourd'hui, une activité de coach, une activité de personne qui anime des groupes ou qui, dans un rapport singulier comme celui que nous avons à l'instant, au demeurant, va aider les gens, qu'ils soient dirigeants d'entreprise, responsables politiques ou syndicaux ou cadres, peu importe, à prendre la parole et dans un groupe et en public. Oui, alors en fait, ces deux activités, je les mène de front depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que quand j'ai terminé mes études, j'ai fait des spectacles et en même temps, on m'a demandé d'animer des sujets sur la communication. Donc, depuis l'âge de 22 ans, j'anime effectivement des thématiques autour de la parole, mais d'une parole fondatrice, c'est-à-dire une parole qui donne du sens. Donc oui, on peut parler d'art oratoire à ce niveau-là, puisque l'art oratoire a été, on va dire, nommé ainsi chez les Grecs à partir du moment où il y a eu une parole politique qui donne du sens, qui motive, qui invite les gens à se mettre en mouvement et en action. Donc c'est l'art oratoire, et en plus dans l'art oratoire, il y a cette dimension esthétique qui pour moi est importante puisque j'ai une formation effectivement artistique, c'est dire on va aussi travailler sur le geste et sur la parole, mais quelque chose qui représente une beauté intrinsèque, non seulement au niveau du corps, au niveau de la voix, mais aussi une beauté au niveau de ce qu'on fait passer. Ça, c'est le thème cher à beaucoup de latins qui vraiment étaient dans cette dynamique-là, c'est-à-dire l'art oratoire n'est pas uniquement que l'art du geste, ou l'art de la parole, ou l'art de la voix, c'est aussi pour Cicéron vraiment la morale est extrêmement importante, c'est-à-dire l'orateur se doit d'avoir une morale.
Et ça, on l'a oublié. C'est-à-dire qu'on reste vraiment sur l'art oratoire qui est plus l'art de la polémique, l'art de la rhétorique, où on va sans arrêt essayer de voir ce que pense l'autre, comment il se positionne pour essayer de voir comment je peux aller lui mettre des pots de banane sous les pieds, mais il n'y a pas de création d'alliance. Donc moi, je travaille vraiment sur cette création d'alliance avec mes interlocuteurs, au-delà d'une dynamique polémique comme ça, où chacun essaie de prendre son territoire. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Effectivement, vous parliez des managers, des leaders, des responsables politiques, etc. J'essaie d'être beaucoup plus dans cette dynamique de création d'alliances qu'une dynamique du leader tout-puissant qui va s'affirmer. Qu'est-ce que c'est cette alliance? L'alliance de qui avec qui? Ah, c'est une bonne question, ça. Je vous remercie. J'essaie. Je fais ce que je peux. Enfin, vous savez, je conduis en même temps, donc c'est difficile, il y a la circulation. Vous avez fait une bonne alliance avec votre 2 chevaux, en tout cas. Oui, c'est vrai. Elle est ancienne. Elle est ancienne. Ça va, elle marche bien, là. Elle marche bien. L'alliance, c'est quoi qu'il se passe, en fait, d'essayer de trouver une relation, mettre en place une relation pérenne. Avec son interlocuteur. Avec son interlocuteur et avec soi-même, d'ailleurs. Avec soi-même d'abord, oui, avec son interlocuteur avec ensuite, son interlocuteur. Une relation ou pérenne. avec le groupe. Ou avec un groupe, c'est-à-dire qu'on œuvre pour qu'il y ait une parole. Alors, on parle beaucoup d'authenticité en ce moment, c'est un maître mot aujourd'hui, dès qu'on ouvre quelque chose, on voit le mot authentique, mais c'est vrai que j'essaie d'être dans cette direction, c'est-à-dire j'essaie de favoriser une parole qui est ici, qui est présente, qui donne du sens, qui met en perspective, qui donne une vision, et malheureusement, je dirais, dans les entreprises aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, qu'elles soient petites, grandes ou dans beaucoup d'administrations, cette dimension de vision n'existe plus. Pourquoi? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il faut tout de suite être productif, il faut être rentable tout de suite, et donc on n'a pas le temps. Donc on travaille, on est dans l'opérationnel, mais le fait de prendre du recul et de voir, mais à quoi sert ce que je fais, quoi? Où c'est que je vais? Pourquoi? Et pourquoi j'amène mes équipes et des tas de gens à travailler finalement sur des projets qui vont être abscons 2 ou 3 ans après? Et encore, quand je dis 2 ou 3 ans, c'est beaucoup. Souvent, c'est 1 an après, parce qu'il y a un changement de direction, il y a un changement de président de République, etc., etc. Alors pour rester sur cette alliance, parce que l'idée est séduisante, comment je fais pour établir avec mon interlocuteur cette relation privilégiée, cette relation authentique, cette alliance? Quelle est la manière, quels sont les, je ne vais pas vous dire les tics, les trucs que j'utilise. Les tics ou les trucs. Oui. Les tics ou les trucs que ouais. j'utilise, mais voilà, comment je fais pour établir avec mon interlocuteur, mon interlocutrice, une relation d'alliance? C'est ce que vous faites en ce moment. Est-ce que j'y Alain arrive? Gourion, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire que j'y vous arrive? laissez de la place avec votre voix, Oui. vous n'êtes Oui. pas en train de débiter des Non, choses, non. vous laissez du silence, d'accord, donc vous Oui. laissez de la résonance, vous me regardez, Oui. vous n'êtes pas en train de regarder vos notes, Non. vous me regardez. Oui. Ben, j'ai un peu la route aussi, mais bon, j'essaie quand même de vous Oui, regarder. oui. Mais c'est difficile, c'est un exercice. Ça dit, je vois. C'est un exercice un peu. D'ailleurs, vous avez, j'ai des problèmes de vue, du coup, un peu. C'est bon. un peu strabisme, Oui, un peu divergent, quoi, c'est ça. Oui. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire laisser de la place. Il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup et qui parle bien de ce qu'est aussi l'art oratoire, c'est « ce n'est pas tant le chant de l'oiseau qui compte que le silence qui le précède ». Donc cette capacité à laisser de l'espace à l'autre, laisser pour que l'autre en fait puisse laisser son imagination s'y être, se faire, c'est hyper important. On ne voit pas ça ni à la radio ni à la télévision. C'est en permanence affirmer des choses, mais on ne laisse pas d'espace. Voilà, oui. C'est le drame, c'est la chance aussi que nous avons dans nos radios associatives de pouvoir, par exemple, prendre 1 heure avec quelqu'un et d'avoir le temps, je ne dirais pas de laisser des silences, mais de prendre le temps de faire les choses, d'écouter, de regarder. C'est un luxe que malheureusement les professionnels de la communication ne peuvent plus se permettre parce qu'ils ont eux-mêmes, ils sont dans une entreprise et ils supportent aussi la pression de leur entourage et de leur hiérarchie. Mais puisque nous en sommes sur ce sujet, Patrick Minot, j'ai envie de vous dire, écoutons votre première chanson.
Ça s'appelle Manager Racket. Et puis après, vous nous en parlerez. Je suis un grand manager, un chef de meute, un vrai leader, du magnétisme, de l'aura. C'est vrai, je suis un Bouddha, je suis le grand président, la libido plein les dents. J'ai acheté sur le net du bois bandé pour la bête. Je suis le grand décideur, coupé-collé, quel bonheur. Je trouve toujours les solutions. Vive les rondelles de saucisson. Oh, 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 oh. Surfer là-haut sur la crête, avoir le plus beau balcon. J'avoue, je ne suis pas bête. Les rêves, les idées, je raquette. Revenons à ce décideur, revenons à ce grand manager. Voilà l'inspiration de cette chanson, parce que vous êtes au contact de dirigeants que vous coachez. On ne va pas vous demander de nom, bien entendu, mais voilà, des gens qui ont des responsabilités politiques, syndicales, dans l'entreprise. Et donc, vous les voyez tous les jours, ces gens-là. C'est probablement ce qui vous a inspiré ce texte. Alors, je ne les vois pas tous les jours, je ne vis pas avec eux. Par contre, je suis à leur contact et je peux être aussi au contact de leurs équipes. Donc cette chanson, en fait, m'a été inspirée aussi par les remontées des équipes par rapport à leurs managers, à leurs leaders. Et alors, quelles sont-elles, ces remontées ? C'est qu'on ne tient absolument pas compte de ce que font les gens, en fait, des efforts qu'ils font pour essayer de créer quelque chose, pour essayer d'avoir des idées nouvelles, etc. Et on les utilise. C'est ça un peu l'idée du manager racket, c'est qu'il utilise en fait les personnes, tout ce qu'elles peuvent donner pour se faire valoir. Voilà, et donc il y a quand même, c'est une typologie de manager qui existe beaucoup. On parle beaucoup de leaders charismatiques, mais il y a aussi les leaders qui sont intrusifs, abusifs et pervers. Et il ne peut pas être question d'un leader qui serait à la fois charismatique, c'est-à-dire qui aurait sur son public voilà, ce charisme dont on a du mal d'ailleurs, que l'on a du mal à définir, tout en étant un racketteur. C'est pas incompatible. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pour moi, un leader qui est vraiment quelqu'un qui arrive à faire vraiment marcher son entreprise, faire en sorte qu'elle se développe, c'est quelqu'un qui s'appuie sur ses équipes, vraiment. Et c'est plus un leader inspirant qu'un leader qui va avoir une parole qui bouge, qui est charismatique, comme on dit. C'est beaucoup plus quelqu'un qui est capable de mettre en scène, en fait, ses interlocuteurs, donc ses collaborateurs, s'effacer pour les mettre en scène et leur donner une autonomie, leur faire en sorte qu'ils révèlent leur propre talent. L'autre leader, il y a plein de leaders qui sont comme ça, qui sont capables d'avoir de très beaux discours, qui ont travaillé beaucoup la rhétorique, qui ont travaillé avec des coachs, effectivement, sur leurs paroles, mais in fine, ils ne sont pas habités par quelque chose, je dirais, qui permet, en tout cas aux autres, de se retrouver et de développer leur potentiel. Voilà. Mais il y a plein de typologies de leaders. Hein. Faisons-la, tiens, cette typologie des leaders. Le leader charismatique, le leader démocratique, les différentes sortes de leadership, les différentes sortes de manières de diriger les autres hommes, en les écoutant, dites-vous. Coopératif, oui. On va dire. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sur là le leader qui est capable de donner une vision, qui est capable de donner un sens, comme un skipper sur un bateau, qui donne vraiment un cap, qui est habité par cela,
Et puis, par rapport aux autres, ben, qui est capable aussi de se mettre comme un directeur d'acteur, c'est-à-dire il est capable de se mettre derrière, et puis de favoriser effectivement l'émergence de talents et que ces talents puissent s'exprimer. C'est une typologie de leader, je pense, qui permettent à l'entreprise aujourd'hui de se développer. Alors moi, j'en connais quelques-uns dans des domaines de start-up, vraiment où ils sont dans cette dynamique-là. Dans le domaine des très grandes entreprises, je ne connais pas assez. Il y a certainement peut-être des leaders dans le CAC 40 qui ont cette dynamique-là. J'avoue que je ne connais pas trop là, mais je connais beaucoup de leaders de moyennes entreprises, de grosses entreprises, où on va dire que c'est beaucoup plus l'ego qui prend la place que vraiment une dynamique où j'ai envie que l'autre se trouve et que est basée toute ma stratégie sur quelque chose où il y a une dynamique collective, où il y a une cohérence. Voilà, et ça va nous permettre d'ailleurs de faire le lien entre ces différents types de dirigeants, quel que soit le domaine dans lequel ils exercent, et puis la parole. Et puis ce qui fait votre spécialité, c'est-à-dire l'art oratoire. L'art oratoire avec son histoire, vous avez cité Cicéron tout à l'heure, le rapport entre la parole, la qualité d'écoute, dont vous parliez aussi, à travers ce leader démocratique, et puis la qualité du leadership. C'est un sujet difficile, parce que la parole est la meilleure et la pire des choses. Bon, c'est une banalité de le dire. Il y a 36 manières de prendre cette parole, qui est une grande richesse. Donc, comment organisez-vous le rapport entre les deux ? Alors, en fait, si je prends l'art oratoire, il y a des techniques de base vraiment qui existent depuis très longtemps, qui ont d'ailleurs évolué. Avec les découvertes des sciences neuronales, ça a évolué. Mais ces techniques de base permettent, en tout cas, à un leader, quel que soit son poste, en fait. Il peut être aussi un collaborateur de base. Ce n'est pas la peine qu'il soit un grand manager, mais le leader, c'est celui, en fait, qui prend la parole. Voilà. Et quand il prend la parole, eh bien, il crée de l'espace, il crée de l'imaginaire, il crée des envies et il donne du sens. Il est un peu catalyseur de ce que les autres pensent. Donc il arrive à prendre ce que les autres pensent et à redonner du sens. Ça se travaille. Ça se travaille. C'est-à-dire qu'il y a des techniques de base par rapport à ce leader qui doit travailler. Je vois quelqu'un qui rentre dans le studio. Donc... Non, personne ne rentre dans le studio. C'est deux chevaux qui bougent. Ah, c'est deux chevaux qui bougent. Oui, oui. Ah oui, pardon. Donc je vous écoutais. Donc les techniques de base, en fait, c'est des techniques corporelles qu'on va retrouver à peu près pareil dans le théâtre, c'est-à-dire la verticalité, la manière d'être vraiment ici, présent. Donc verticalité, c'est la relation entre la terre et le ciel. La verticalité, c'est ce qui permet d'avoir une respiration qui est là, que je vais pouvoir utiliser à la fois pour parler, mais à la fois pour calmer le mental, parce que ça va très vite quand on parle, on ne se rend pas compte. Il y a après le regard qui est extrêmement important. Le regard, c'est un échange neuronal entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Donc il y a une technique du regard qui est en fait une technique où j'accueille du regard l'autre qui est en face de moi ou les autres. Ce qu'on appelle le regard porté global dans le jargon de l'art oratoire. Et dans ce regard, il y a à la fois du pétrole entrant et du pétrole sortant. Ça veut dire à la fois je prends du regard entrant et du regard sortant quand je parle. Donc ça, c'est des choses qui ont été travaillées beaucoup dans les techniques d'acteurs studio. Stanislavski, déjà au début du XXe siècle, parlait de ça. Hein, cette dimension du regard qui est fondamentale parce que c'est mon sujet en tant qu'orateur. Ce n'est pas que je prenne de la place, c'est donner de la place aux autres. Ce n'est pas tout à fait pareil.
Donc plus j'accorde de la place aux autres et plus je les mets en situation d'être co-auteurs de ce que je suis en train de dire. Donc le regard permet aussi cet échange inconscient en fait avec les personnes avec qui je parle. Après, bien sûr, il y a les gestes, la manière dont je vais bouger, accompagner ma parole avec mon corps. Donc les gestes brachiaux, les gestes faciaux, etc. Et le geste en tant que tel a une portée extrêmement puissante puisque c'est la prolongation de la pensée. Okay. Après, il y a effectivement l'utilisation de sa respiration. Comment je respire? Comment je respire? Et bien sûr, avec la respiration, il y a la voix. Donc la voix, c'est, on va dire, c'est la clé de voûte de l'art oratoire, puisque c'est la voix qui va donner du sens, c'est la voix qui va donner envie, c'est la voix qui va faire bouger. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Comment je perçois ma voix? Est-ce que j'aime ma voix? Est-ce que je n'aime pas ma voix? Par rapport à mes clients, je vois à peu près que 80, voire 90% des gens n'aiment pas leur voix. Ou n'ont pas trouvé leur voix. Souvent, ça va de pair. OX. Ça va de pair, souvent. Oui. Voilà, parce que la voix, on l'entend de l'intérieur, mais on ne l'entend pas de l'extérieur. Donc, c'est un instrument de musique. Et cet instrument de musique, eh bien, faut arriver à le connaître. Faut arriver à le connaître. Comment fonctionne ma voix? À partir de quoi? Qu'est-ce que je m'en branle pour que la voix fonctionne, etc., etc. Pourquoi est-ce que j'ai peur de parler? Parce que vous allez avoir peut-être peur de l'image que les autres vont vous renvoyer. Et c'est surtout ça, c'est-à-dire cette peur, en fait, de renvoyer une image qui ne me correspond pas. Et il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque. Donc, je m'accroche ou à des notes, ou je m'accroche à PowerPoint. Comme ça, ouf, ça y est, je reste dans ma zone de confort, je ne prends pas de risque, mais en même temps, il n'y a rien qui se passe. Il y a nombre de réunions pourraient se passer en appuyant uniquement que sur la touche marche du PowerPoint, et puis on peut aller après se promener, boire un café, et revenir 3/4 d'heure après, une fois que le PowerPoint est passé. Sans public? Oui, sans public, ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux. Voilà, alors revenons à la formation d'art oratoire que vous organisez. Ça dure combien de temps? C'est destiné à qui? Etc. Alors, c'est une formation qui dure 6 mois, à raison de 2 jours par mois. C'est destiné à tout le monde, puisqu'elle est éligible au CPF. CPF, ça veut dire congé professionnel de formation. Donc, tout le monde a un CPF. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Maintenant, qu'on soit profession libérale, qu'on soit salarié, qu'on soit gérant d'une entreprise, en fait, tout le monde a droit au CPF. Donc, ce qui est quand même pas mal. Et cette formation, en fait, s'articule autour de 3 modules. Donc, le premier module, c'est la découverte de l'art oratoire. Donc là, on découvre les fondamentaux de l'art oratoire, donc qui sont là de l'ordre vraiment physique et émotionnel. Donc on fait travailler beaucoup les gens sur la respiration, sur leur verticalité, sur le regard, en fait sur les 5 portes d'entrée principales de l'art oratoire et les 2 lois archaïques, les 3 lois archaïques. C'est surtout ça. Alors les 5, c'est quoi? Les 5, c'est verticalité, prise d'espace. Dans la verticalité, il y a la prise d'espace. La deuxième, c'est la porte d'entrée. Deuxième porte d'entrée, c'est le regard. Comment je vais utiliser mon regard. Troisième porte d'entrée, c'est la respiration. Comment je respire. Okay. La quatrième porte d'entrée, c'est comment j'utilise le silence. Et bien sûr, la cinquième, qui est la plus importante, c'est la voix. Donc dans la voix, il y a la voix en tant qu'instrument, la manière dont je vais utiliser ma voix, donc en termes de tessiture vocale, c'est-à-dire si je parle dans les graves, si je parle dans les aigus de ma voix, c'est complètement différent. Il y a aussi le débit de la voix, est-ce que je parle vite, est-ce que je parle lentement? Il y a aussi le volume sonore. Donc le volume sonore, c'est est-ce que je parle fort ou est-ce que je parle beaucoup plus doucement? Et à quoi ça va correspondre? Et puis, il y a ce dont je parlais tout à l'heure. En termes de porte d'entrée, il y a le silence et il y a la respiration. Ce sont les portes d'entrée.
Voilà. C'est holomorphique, c'est-à-dire chacune de ces portes est en relation avec une autre. Si je me tiens pas, si par exemple, là, je ne sais pas ce que ça donne à la radio, mais si je suis comme ça, Ça voûté, va et pas que je donner parle, grand-chose. Ça va pas donner grand-chose. comme on dit, ça Mais oui, ça marche pas. mais oui, D'accord? mais Si oui. je parle en ne vous regardant pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des donc il va y avoir une rupture de la pensée. Donc ma pensée ne va pas s'articuler, je ne vais pas aller jusqu'au bout des phrases. Je vous propose une expérience, tiens. Je vous Oui, demanderai de fermer les yeux. Fermez les yeux, s'il vous je plaît, ferme Patrick les Minot. yeux. Voilà, et nous allons continuer notre entretien pendant un petit moment alors que vous avez les yeux fermés, si vous voulez bien. D'accord, je pensais qu'on allait écouter de la musique, mais ok. Vous voulez qu'on écoute de la musique? Bon, allez, on écoute de la musique. On va écouter Marre, j'en ai marre, c'est vous qui parlez. Que la lune sur ton visage efface les nuages de l'ennui. Ici l'océan n'a plus d'âge, les soleils se couchent à minuit. Le lagon est bien trop sage, l'azur trop infini. Marre du paradis des alizés, des lézards verts, des cocotiers. Marre du sable blanc déveiné, de l'eau turquoise, tous ces clichés. Aucun oiseau de passage ne rêve encore dans ce pays. Écoute-moi, où que tu sois, quelles que soient les couleurs passées. Envie de toi, où que tu sois, quelles que soient les digues jetées. C'est vous à la guitare, là? Oui, c'est moi la guitare avec d'autres musiciens. Oui, Ouais. bien sûr, Mhm. bien sûr. Puisque vous Et êtes à la flûte aussi. à la flûte également. Mhm. D'accord, vous êtes, oui, enregistré, et puis guitare et flûte? Guitare et flûte. Après, c'est pas moi qui fais les percussions, c'est quelqu'un d'autre. Et puis il y a d'autres, il y a une basse aussi qui l'a. Voilà. Alors on en était tout à l'heure voilà, à cette formation à l'art oratoire que vous pratiquez, que vous organisez, et vous disiez qu'il y avait 3 modules. Donc le premier, c'était la découverte. C'est la découverte, oui. Ce Oui, sont les fondamentaux. oui. Ce sont les fondamentaux. Donc il y a beaucoup de pratiques. Je fais intervenir d'autres personnes aussi qui sont spécialisées sur le souffle. Voilà, d'autres personnes qui sont spécialisées aussi sur l'image, dire la manière dont je vis ma propre image. Donc je ne suis pas seul, je fais intervenir des experts. J'essaie d'avoir une approche assez globale. Je fais intervenir aussi quelqu'un qui travaille beaucoup sur la sagesse et l'entreprise. Et pour moi, quelqu'un qui est coach en art oratoire doit travailler aussi sur ces sujets. Cette capacité à prendre du recul, à aider l'autre à prendre du recul, même si c'est sur un travail à partir de la voix ou de la respiration, il y a aussi cette capacité à redonner du sens. Voilà, donc ça c'est le premier module. Et Voilà, il y en a ça c'est le 2 premier autres. module. Ben, merci pour me donner la parole sur les 2 autres. Donc les 2 autres, le deuxième part d'un constat, c'est que j'arrive ou je commence à maîtriser un peu un sujet à partir du moment où je le transmets. Donc c'est un module où les gens transmettent leur savoir à d'autres personnes. On est un peu plus sur un module de formation là, mais ils se mettent en position d'animation et puis ils vont animer des séquences spécifiques sur les portes d'entrée de leur oratoire avec des exercices, des mises en situation. En d'autres termes, le fait d'enseigner aux autres permet d'incorporer en quelque sorte ce savoir. Ben, je crois, oui. Enfin, moi, j'en ai fait l'expérience par rapport à moi-même, mais je vois que c'est un son de cloche que j'entends tout le temps. C'est-à-dire à partir du moment où je transmets quelque chose, je me mets dans cette situation de transmettre, eh bien, du coup, je maîtrise beaucoup plus les choses parce que je suis capable de les vivre, d'en parler. Donc, c'est plus incarné. Et on pourrait conseiller à tous les jeunes qui nous écoutent en leur disant, si vous voulez vraiment incorporer une matière, trouvez-vous un enseignement.
et enseigner cette matière-là. Et vous allez voir, vous allez être obligé de l'expliquer de manière claire et simple. Je crois qu'on en a tous fait l'expérience dans notre existence. Et ça vous permettra d'intégrer ces notions. Donc ça, c'était le deuxième module. Et le troisième, alors? Alors, le troisième, on va un petit peu plus loin, là. Donc, on est plus dans la dimension coaching, c'est-à-dire qu'on va un peu plus dans l'intérieur. Donc, là, j'amène les gens à être beaucoup plus attentifs à la personne. Donc, à prêter une oreille extrêmement fine à la manière dont la parole s'exprime, la manière dont la voix est présente, la manière dont la personne va utiliser son corps, ce qu'elle dit. Est-ce que c'est en accord, c'est pas en accord? Est-ce que l'émotion passe, que l'émotion est retenue? Voilà, là, c'est vraiment tout le travail du coach en art oratoire, d'arriver à cerner tous ces paramètres de manière à ce que la personne se sente la plus libre possible et bien sûr la plus authentique et développe vraiment une créativité. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, ces dimensions-là. Créativité, liberté, extrêmement fort. Et bien sûr, pour moi, la beauté, comme dans la musique, comme dans le théâtre, naît aussi du nez-pur. Donc ça veut dire plus on va à l'essentiel, on donne souvent d'ailleurs l'exemple de Barack Obama dans l'art oratoire. Hein. C'est quelqu'un qui a un geste, qui a une voix, qui est vraiment dans les purs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de superflu, ça va à l'essentiel. Donc moi c'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller vraiment à l'essentiel de ce qu'on dit, mais aussi de la manière de le dire, d'être vraiment complètement en accord. Sur le plan culturel, les différentes sortes vous parliez de Barack Obama, donc voilà, c'est une manière américaine aussi de se présenter. Je pense à ces orateurs américains qui commencent toujours un discours, quel qu'il soit, par une petite blague. Ça dure 10 secondes, mais ça comment dit-on, ça rompt la glace. Ça rompt la glace, oui. Ça rompt la glace, ça casse la glace. Ouais. Voilà, pour faire rire. Et puis à partir de là, ils racontent leur histoire. Ma question, c'était, est-ce qu'il y a différentes, comment dirais-je, culturellement, est-ce que les Chinois, les Arabes, que sais-je, les Juifs, les Indiens ont tous la même manière de pratiquer la parole? Alors, il y a certainement des différences. Oui. Certainement. Si je prends toutes les cultures occidentales, le regard est très important. L'appui sur le regard est très, très important. Pas avec un Chinois ou un Japonais? Avec un Chinois, c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est un peu plus difficile. Ouais. Donc, on va utiliser beaucoup plus la voix, la prosodie de la voix, c'est-à-dire la musique de la voix qui va compter. Mais le regard, c'est pas forcément évident. Et le sourire n'a pas le même sens partout. Ah, c'est bien sûr, oui. Mais là, on est sur des différences culturelles Oui. très importantes. Par contre, on va trouver, et ça c'est vraiment multiculturel, la dimension de la verticalité, c'est-à-dire d'être vraiment présent, d'être vraiment dans l'ici et maintenant d'une parole. Oui, ça on le retrouve partout, aussi bien chez les Africains que chez les Japonais. Enfin, là c'est vraiment quelque chose de transculturel, on va dire, qui est très ancien, très archaïque, extrêmement archaïque. Et puisque nous sommes sur ces promenades géographiques, toujours dans notre deux chevaux, mais on est allé loin avec notre deux chevaux, vous voyez, on est arrivé jusqu'en Chine et en Inde. On va s'écouter votre troisième titre, Norway's Blues. Qui parle de la Norvège. Voilà. Au loin la terre comme un îlot, les ondes marines coulent dans ma peau. Change de bord dans un frisson, laissez derrière ces vieilles chansons. Le vague à l'âme, les vagues s'enflamment, le jour toujours à l'horizon. Minuit, soleil, la mer étale à silence rouge, rouge. Comme compagnon, partir, quitter Stavanger, Bergen, dériver vers les îles Lofoten. Nous sommes dans le grand entretien avec Patrick Minaud, un orateur, un coach, un auteur, compositeur, interprète, qui vient de jouer Norway Blues, puisqu'on était parti en voyage, toujours avec notre deux chevaux. Alors, vous disiez, Patrick Minaud,
que l'art oratoire était pour vous lié à la beauté et à la vérité. Moi, j'ai une question pour terminer, et c'est vous qui allez conclure, bien sûr. Cette beauté, cette vérité de la parole, en rapport avec un sens, en rapport avec du contenu, est-ce qu'elle est encore possible aujourd'hui à l'ère des technologies modernes? Je pense qu'elle est encore possible. En tout cas, si je continue mon activité, c'est que je suis persuadé que c'est encore possible d'avoir une parole qui est là, qui donne du sens. Une parole, au-delà de donner du sens, c'est une parole aussi musicale, c'est-à-dire quand je parle, je fais de la musique. Pour moi, c'est très important. C'est Nietzsche qui disait ça. Avant d'écouter une personne, j'écoute la musique dont elle est faite. Donc pour moi, c'est essentiel et c'est une bataille, je veux dire, qui est à livrer tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour garder en fait cette dimension essentielle de la voix, de la parole. Voilà, et cette dimension essentielle rejoint bien sûr cette beauté, cette vérité de nos propos et de nos relations d'êtres humains. Merci Patrick Minot de nous avoir accompagnés dans cette promenade en 2 chevaux. Voilà, on a décapoté, on a entendu peut-être un peu de vent à certains moments, mais je ne pense pas que ça vous aura trop décoiffé. C'est du vent marin, c'est une petite brise qui passe sous le capot, c'est très bien. Merci beaucoup Alain Gourion, merci Merci à vous. de m'avoir accueilli.